Je précise que le thème de ce forum, c'est Transform to Survive. Nous avons vu pendant un certain nombre de jours comment transformer nos entreprises pour qu'elles puissent réussir d'abord, mais surtout et surtout pour qu'elles puissent survivre. On a eu une série d'exposés sur la transformation digitale, numérique, on a eu des exposés, des panels, et donc ce matin, nous aurons un autre panel qui est sur le thème « La transformation au profit du citoyen ». C'est en fait le panel de clôture. Et pour animer ce panel, on a un modérateur qui s'appelle M. Riyad Nawar. Est-ce qu'il peut venir sur ce plateau? Donc, en attendant qu'il s'apprête, on a Madame Sana Hawari, si elle peut venir sur ce podium. Madame Sana Hawari, Monsieur Mohamed Sadraoui, Monsieur Foued Ouadja, Monsieur Nizar Chaded. Merci. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'encourager. Merci, merci bien, merci. Monsieur Bilal Darnaoui. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je sais que c'est le matin, mais ça fait plaisir. Merci. Merci. Et puis le modérateur, c'est Monsieur Riyad Nawar. Ils vont parler de la transformation au profit du citoyen. Et pendant donc ils s'installent, je rappelle que nous avons une série d'exposés sur la transformation de l'entreprise, transformation qui est indispensable à sa survie, surtout à l'ère où le numérique est omniprésent dans tout ce qu'on fait. Donc, pendant qu'ils s'apprêtent, vous êtes prêts? C'est bon? Le micro? Pas encore? Voilà. Le modérateur arrive. Ouais, bonjour monsieur et bienvenue sur ce podium. Voilà, vous allez nous parler de la transformation au profit du citoyen. Et je rappelle les panélistes. Il y a Madame Sana Hawari qui est déjà là, Monsieur Mohamed Sadraoui qui est là, Monsieur Foued Ouadja, oui, Monsieur Nizar Chaded, Monsieur Bilal Darnaoui, et bien sûr le modérateur, Monsieur Riyad Nawar. La parole est à vous. Merci. Test de micro. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je suppose que ça fonctionne. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Bonjour tout le monde. Je suis ravi aujourd'hui. Moi, je suis Riyad Nawar, je suis le modérateur de ce panel et je suis ravi d'être accompagné par une représentation de très haut niveau de l'écosystème digital en Tunisie. À ma gauche, j'ai madame Houeri, qui est la directrice générale des technologies de l'information au ministère d'éthique. Juste à côté, c'est Mohamed Sadraoui, qui est le directeur général du développement et surveillance des systèmes et moyens de paiement. C'est Bilal Darnaoui, qui est le DG de la société Monétique Tunisie, et c'est Foued Ouadja, le chef de pôle système d'information et développement digital à la STB. On réalise que ce panel représente l'écosystème de base de toute transformation digitale dans un pays. Et on a appris, moi je suis en charge de services conseils, je travaille avec la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, et je couvre l'Afrique, et la finance inclusive fait partie de mon important mandat, et on sait combien pour démarrer la journée de la transformation digitale, c'est important d'avoir tout l'écosystème qui fonctionne ensemble. Donc on a le gouvernement, on a le régulateur, on a un établissement financier et on a le switch national. Donc on peut pas mieux rêver. Et on sait que pour le démarrage de toute transformation digitale, on a besoin des fondamentaux, des basiques. Et parmi les basiques, c'est la connectivité. La connectivité à l'Internet, la connectivité mobile à l'Internet, la connectivité géographique et de qualité, mais aussi accessible en matière de prix. C'est important. On a besoin des infrastructures de paiement adaptées à l'ère digitale. On a besoin d'un système électronique d'identification des personnes. On a besoin surtout de vulgariser ça
de le démocratiser. L'éducation financière reste un élément clé. Et tout ça pour finir par obtenir une meilleure expérience client qui aura toute la facilité pour adapter ce que ramène le digital pour le citoyen. Et c'est ce qu'il faut que notre panel aujourd'hui est important, la transformation digitale au profit du citoyen. Ravi donc d'avoir mes panélistes. On va commencer les femmes d'abord, Madame Houeri, qui est encore une fois, je le rappelle, la directrice générale au niveau d'éthique. Et je vais lui poser la question sur quels sont les projets actuels, quels sont les fondamentaux. En préparant notre panel, Madame Houeri a utilisé un mot séduisant qui est les briques. Quels sont les briques fondamentaux qui occupent votre quotidien en matière de développement des infrastructures, des paiements digitaux, que ce soit l'accès à l'Internet, l'ID, la signature électronique, etc. Je vous en prie, Madame Houeri. Bonjour, merci beaucoup, Riyad. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, aujourd'hui, en tant que ministère des Technologies et de la Communication, on est en train de travailler sur les briques essentielles pour la transformation pour le compte de citoyens. Donc nous, on met le citoyen au cœur de cette transformation. Et pour ça, on est en train de travailler sur l'inclusion sociale et financière, sur la transformation de l'administration, sur le développement de l'infrastructure, le développement de la cybersécurité, donc toutes les briques essentielles pour servir ce citoyen qui attend beaucoup de ce gouvernement, cet État-là. Donc aujourd'hui, la première chose pour pouvoir transformer et servir le citoyen, c'est de permettre aux citoyens une connectivité, de se connecter avec un débit élevé, de pouvoir accéder aux services électroniques indépendamment de son niveau et son emplacement. Un accès facile avec avec le coût minimum. Aussi, pour pouvoir accéder aux services, il a besoin qu'on lui donne confiance lorsqu'il est sur le net. Pour cette raison, on est en train de travailler sur pas mal de briques essentielles, sur pas mal de référentiels dont a besoin le citoyen pour se servir et pour échanger avec l'administration, tels que l'identité digitale, les systèmes, le système d'interopérabilité entre les systèmes d'information. Aujourd'hui, le citoyen n'est pas censé se déplacer et être le coursier de l'État. Les administrations, c'est un grand tas. Donc, ça doit être une administration intégrée qui a toutes les données sur le citoyen et ce n'est pas la peine de lui demander de fournir ces données-là. Aussi, on est en train de travailler sur la simplification des procédures, la dématérialisation des procédures. Donc, un service en ligne, ça ne doit pas être compliqué. Donc, on doit penser à la user experience. Donc, il faut que ça soit le plus simple possible, que ça ne nécessite pas un effort supplémentaire pour pouvoir demander quelque chose ou finaliser une procédure administrative. Aussi, le citoyen, qu'est-ce qu'il a aussi besoin? Il devra être rassuré sur ses données personnelles, sur comment on est en train de traiter ces données et échanger ces données. Donc, il a besoin de la sécurité, de la protection de données personnelles. Donc, tous ces éléments sont déjà pris en compte par les projets de la stratégie de digitalisation. Aussi, il a besoin, on a cité la connectivité, les services en ligne, les briques essentielles telles que l'identité, l'interopérabilité, tout ça. Et il a besoin d'une réponse rapide d'être toujours au centre de toute action de dématérialisation. Le citoyen, il s'en fout qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais l'important pour lui, c'est l'output. Qu'est-ce qu'on lui donne? Comment on le sert? C'est ça, et c'est autour de ça qu'on est en train de concevoir tous les projets qui sont en cours, parce que c'est notre devoir. Et on est
ici donc pour développer et pour servir ce citoyen. Merci, merci Madame Ouari. Si j'ai bien entendu et bien compris, d'abord au niveau d'éthique et au niveau du gouvernement, on dispose d'une stratégie de digitalisation nationale qui a les objectifs principaux de la simplification, de la dématérialisation et de ramener l'administration aux citoyens à travers un accès Internet, au lieu de rendre la tâche difficile comme elle est aujourd'hui. Il faut taper à l'administration au quotidien, physiquement, pour accéder à un service qui est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, et on a bien compris que les citoyens est au cœur de tout cela. Il est évident que le taux de pénétration, tout ça, c'est des éléments et des briques qui sont mis en place. On sait que le bénéfice prendra du temps et que ça nécessitera plus de travail pour que les citoyens ou le user case ou l'expérience client soit plus facile. On en reparlera dans une deuxième partie avec Mme Ouari sur la stratégie du ministère d'éthique pour transformer ça en un taux d'utilisation élevé. Je vais passer à Si Mohamed de la Banque centrale tunisienne. Si Mohamed, on voit et on observe la transformation impressionnante des services digitaux sur le continent africain, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest à centrale, où pratiquement les taux de la finance inclusive dans des pays comme l'Afrique de l'Est sont passés à 83% aujourd'hui. On voit les transformations et le dynamisme de tout ce qui est fintech, de tout ce qui est établissement de paiement, et comment Monsieur Lambda aujourd'hui, avec un téléphone basique, arrive à faire tout type de paiement, de payer un taxi jusqu'à payer une baguette s'il le faut à travers un téléphone. Et on voit comment le citoyen lambda s'est dématérialisé du cash et il est plein dedans de la technologie, que ce soit la mamie ou la maman ou le jeune universitaire. On voulait entendre de votre côté, quelle est l'approche de la Banque centrale du développement digital lié à la finance inclusive en Tunisie? Merci Riyad, merci au Club DSI pour cette invitation et merci également pour le choix de cette thématique et surtout le slogan de l'événement transformer pour survivre. Je sais que naturellement tous on va mourir, mais la survie elle a beaucoup plus d'une dimension. On doit vivre également les changements, on doit vivre pas à la marge. Et je crois que c'est important d'aller dans ces dimensions et par rapport aux citoyens. Effectivement, c'est Riyad pour la Banque centrale. Vous savez, la Banque centrale, elle a été reconfortée en 2016 avec l'amendement de la loi et des statuts de la Banque centrale en faisant une extension de ses prérogatives, notamment en matière digitale et en matière des paiements. Vous savez, la Banque centrale, contrairement à ce qu'on pense, qu'elle est distante du citoyen, elle est peut-être proche, mais elle n'est pas aussi transparente par rapport aux citoyens, parce qu'elle est au-delà des missions régaliennes qui sont confiées à la Banque centrale par le législateur. Elle est également le banquier de l'État, elle est le conseiller de l'État. Donc, tout cela fait que la Banque centrale doit œuvrer et doit travailler à travers ces différentes missions au profit du citoyen. Et justement, par rapport à ça, et depuis l'amendement de cette loi, fameuse loi des statuts de la Banque centrale, elle a conçu toute une stratégie pour développer le paiement digital au service du citoyen. Bien évidemment, cette stratégie elle a été bâtie sur un diagnostic, un vrai diagnostic des soucis du citoyen. Parce que vous savez, le citoyen, il a besoin de quoi finalement? Il a besoin d'un service de paiement digital ou un service financier digital qui soit de proximité, qui soit commode, qui soit également interopérable, qui ne soit pas coûteux. C'est ce diagnostic qui a révélé qu'il y a quelques soucis, qu'il y a quelques freins, qui doivent être justement déverrouillés pour qu'on puisse aller de l'avant en matière de digital. Et donc ces freins sont effectivement les vrais leviers du digital dans le cadre de cette stratégie qui a été conçue et menée par la Banque centrale depuis 2018. Également, il y a un vrai gisement au niveau du pays. Quand on sait qu'il y a des écarts, certes, comme vous l'avez dit, en termes d'inclusion financière, on ne dépasse pas les 40%, mais c'est un vrai gisement pour aller de l'avant. Également, quand on sait que nous sommes à un taux de pénétration du mobile de 125 ou 130%, c'est un vrai gisement. Quand on sait également que nous avons un environnement aussi effervescent et mouvant en termes de TIC, en termes d'innovation, en termes
de FinTech avec plus de 500 FinTech labellisés. C'est un gisement, c'est un potentiel qu'il va falloir le mettre à profit dans le cadre de cette stratégie. Tout cela, nous l'avons justement concocté dans le cadre de notre stratégie pour le développement du paiement digital, qui a essayé de mettre 3 ou 4, disons, fondations essentielles pour rehausser les performances en termes digital. Tout d'abord, le réglementaire. Bien sûr, il va falloir remettre de l'ordre dans l'écosystème et dans le marché des paiements en redistribuant les rôles des prestataires des services de paiement, le rôle des switches, le rôle, bien sûr, des partenaires techniques, en l'occurrence les FinTech, mais qui a un objectif, c'est de sécuriser justement le citoyen, de lui donner ce confort en termes techniques, en termes également de transparence, de contractualisation. Également, de donner cette opportunité à cet environnement de FinTech en mouvance pour qu'ils puissent accéder aux services financiers, pour aider l'écosystème à rehausser les performances. Ça, c'était une fondation essentielle. Nous avons émis 2 circulaires, il y a bien d'autres qui sont en pipe, nous travaillons là-dessus pour essayer justement d'embarquer ces compétences et ces leviers à la faveur, bien sûr, du développement du digital, mais au profit et à l'avantage du citoyen. La deuxième brique, et c'est une brique également essentielle, c'est les infrastructures. Nous, vous savez, si Gélel, il était en dedans, nous avons mené un programme de modernisation du système bancaire au niveau des infrastructures depuis 1998. Maintenant, il est temps d'aller vers un nouveau palier. Et c'est ce que nous avons mis comme un objectif, c'est de rehausser les performances de nos infrastructures, particulièrement des switches et des banques, pour justement monter en charge en termes de performance, en termes de célérité, mais aussi en termes de sécurité. Nous savons que l'innovation technologique, certes, elle apporte de la valeur ajoutée en termes de performance, mais également, elle nourrit des risques. Il va falloir prendre cela en compte et essayer de verrouiller et boucher les zones d'ambiguïté et les points de fragilité. Et c'est ce que nous avons. On a focalisé justement l'attention sur les infrastructures de marché, en l'occurrence les switches, qu'elles soient la monétique de Tunisie, la Cibtel et bien d'autres. Nous avons commencé d'ores et déjà avec la Banque centrale, avec une nouvelle plateforme pour les règlements. Il y a plusieurs projets, peut-être on va y revenir par la suite. Donc c'est une composante essentielle pour sécuriser, bien évidemment, le marché, sécuriser derrière les users, et aller en termes de performance et rehausser les performances en termes de célérité. La troisième fondation, c'est l'engagement public et privé. Vous savez, le digital ne peut aller que s'il y a justement des use cases. S'il n'y a pas l'engagement public-privé, il y a une composante qui fait défaut. Et c'est par rapport à cela que nous avons travaillé en parfaite symbiose avec le gouvernement pour essayer de monter des use cases et des projets pilotes qui touchent justement le digital, les paiements gouvernementaux. Vous savez, le gouvernement, c'est un grand consommateur des paiements. Et des paiements, il y a avec différents process. Il y a le digital, il y a le moins digital, il y a le cash carrément, et c'est un grand consommateur du cash. Et tout cela, nous sommes en train d'œuvrer avec le gouvernement, peut-être on va par la suite parler de quelques projets. On a essayé justement de canaliser ces use cases, ces projets dans le cadre d'une stratégie de digitalisation des paiements gouvernementaux, parce que nous savons pertinemment qu'à travers ces use cases, on va toucher l'inclusion, on va toucher la transparence, on va toucher également même les équilibres et les fondamentaux de l'économie, particulièrement les difficultés que rencontre le pays en termes de mobilisation de ressources. C'est à travers tout cela qu'on va pouvoir justement aider et résoudre certaines problématiques en termes d'inclusion, donc de social et de transparence et de mobilisation de ressources. Sans oublier bien évidemment le secteur privé. Nous misons effectivement énormément sur le secteur privé. C'est par rapport à cela que nous avons dédié des enceintes particulières et spécifiques à cet environnement aussi effervescent que les FinTech, que l'innovation technologique. Nous avons créé un sandbox réglementaire. C'est une enceinte à travers laquelle on échange avec ce monde-là. On essaie justement de tirer profit de la connaissance technologique pour ajuster le cas échéant et mettre à jour le cas échéant notre réglementation, mais également pour mettre ces catalyseurs sur les rails du marché et pour les bien intégrer. Également, nous avons dédié un laboratoire à l'innovation. C'est un laboratoire qui est censé
faire la réingénierie, si vous voulez, des process de la Banque centrale en mettant à profit cette mouvance technologique. Merci, Si Mohamed. Je vous en prie. Lorsqu'on parle du digital, on parle d'agilité. Et là, on a des éléments concrets de l'agilité. On parle d'une banque centrale qui a une stratégie pour le développement d'un écosystème pour les paiements digitaux. Et puis, vous avez parlé de l'importance des infrastructures dans ce sens, la confiance. Et la confiance ne peut passer que par la sécurité. C'est comme ça que le citoyen pourrait faire confiance à ce nouveau moyen. Vous avez parlé de user case et de la politique de la Banque centrale pour partir sur le marché avec ce qu'on appelle des pilotes. Et puis l'agilité et l'innovation à travers le sandbox régulé ainsi que le Digilab. Et j'ai eu personnellement l'opportunité de les tester et de les voir. Et je peux vous confirmer qu'ils sont à l'honneur et aux standards internationaux. Maintenant, tout ça, comment tout ça peut se transformer en réalité où le taux de pénétration de l'utilisation de Mobile Money sera meilleur en Tunisie. Et c'est là où, avant qu'on passe aux deux acteurs qui sont plein dedans en face avec le citoyen, j'aime bien rappeler que lorsqu'on parle de digital, moi je me rappelle lorsque j'ai démarré il y a 10 ans avec la Société financière internationale, le développement et l'appui aux promotions de ce qu'on appelle les services financiers numériques, les Digital Financial Services. La première définition que j'ai appris à l'époque, c'est lorsqu'on parle de Digital Financial Services, c'est qu'on parle d'un service financier accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce qu'on qualifie par un service financier numérique. Aujourd'hui, on est chez la DSI. Sans les systèmes d'information, sans la technologie qui ne sont pas visibles pour le client, ceci ne peut pas arriver. Et la technologie, non uniquement, elle va nous permettre de donner à travers ces nouveaux delivery channels aux consommateurs la possibilité de faire de la banque, de faire des paiements, d'accéder à tout type de transactions financières, comme je le disais, 24 sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi elle offre d'autres éléments. Je sais que Sifouet va certainement le développer. Aujourd'hui, le data analytics, le big data analytics nous permettra de mieux comprendre les besoins des clients. On va avoir plus de qualifications, meilleur pricing, meilleure appréciation du client, meilleure identification des besoins du client. Tout ça, on va y arriver maintenant. Je vais commencer d'abord par Sibilel. Bilel, Sibilel, que je le rappelle, il est le DG de la société monétique Tunisie, pas la société Tunisie monétique. D'abord, puisque vous êtes le switch national des cartes, est-ce que vous pouvez, Sibilel, parce que la carte, c'est le vieux, récent, toujours d'actualité, outil de digitalisation. Tous les paiements aujourd'hui, une grande partie des paiements partent à travers les cartes de débit et les cartes de crédit. C'est bien que vous nous donniez votre expérience, l'état de lieu, comment ça fonctionne au niveau du pays, l'utilisation, les coûts et tout ce que vous pouvez. Et puis, depuis quelques mois, vous êtes aussi le Suisse national de Mobile Money ou de Mobile Payment. Et comment vous voyez les perspectives, le marché et comment vous voyez le marché les prochains mois et années. Sibylle. Merci Célia pour cette introduction. Je tiens à remercier aussi l'équipe du Forum DSI pour cette invitation. Nous, on vit la transformation quotidiennement. C'est dans notre gène, dans notre DNA, la transformation quotidienne. Effectivement, la définition que tu viens de présenter, tout ce qui est transaction digitale, la SMT, Monétique Tunisie, le vit pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 par jour, jour par an. Pour vous donner quelques chiffres pour situer un peu le volumétrie que nous traitons au niveau de la SMT, on gère pratiquement 6,5 millions de cartes. 6,5 millions de cartes sur une population de 12 millions d'habitants, c'est pratiquement un Tunisien sur deux qui dispose d'une carte, qui devrait fonctionner, devrait fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en termes de sécurité, disponibilité. Ça, c'est une condition plus qu'obligatoire, y compris l'interopérabilité. Donc 6,5 millions de cartes, on fait en moyenne par an 130 à 140 millions de transactions. Globalement, il y a une transformation au niveau du comportement des clients tunisiens, qu'ils soient bancaires ou postaux. En termes d'utilisation, avant, c'était beaucoup plus des opérations de cash en termes de proportion. Nous étions à 80% retrait, 20% paiement. Aujourd'hui, on constate une transformation. De petit à petit, le cash devient moins prépondérant qu'avant. Nous sommes à peu près à 60% cash, 20% à 40% paiement. Et ça, c'est un trend, c'est une tendance qui est positive et qu'il faudrait la développer davantage. Donc, mais aussi en termes d'infrastructure d'acceptation, vous savez tous qu'à peu près nous avons un parc de 3 000 distributeurs en Tunisie, à peu près 30 000 TPE.
Mais ça, c'est dans les chiffres globaux. Maintenant, si on rentre dans le détail, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, il faut avoir à l'esprit que nous, quand on gère sur une transaction, il faut que nous ayons toujours le souci de l'expérience client. Comment on peut améliorer l'expérience client? Parce qu'un client qui va utiliser ces moyens de paiement digitaux une fois qu'il va avoir des problèmes, il ne va plus l'utiliser. Donc, il faut restaurer la confiance et la maintenir et la développer davantage en termes d'utilisation de ces moyens de paiement. Globalement, en termes d'acceptation, sur les 6,5 millions de cartes, à peu près, nous avons 30% de cartes actives. Une carte active sur 30%, c'est très peu. Donc, comment on peut améliorer ces taux-là pour arriver à 40, 50, 60, 70%? Premièrement, en améliorant tout ce qui est la qualité des services, que ce soit bancaires ou postaux, améliorer l'infrastructure de façon générale en termes de communication, et puis améliorer, très important, comme je disais tout à l'heure, l'expérience client. Quand un client voudrait faire une transaction, il faut qu'il ait confiance dans ce système-là. La même remarque qu'on pourrait faire aussi pour tout ce qui est les points d'acceptation en termes de TPE. Effectivement, sur les 30 000 TPE, pratiquement la moitié fonctionne, l'autre moitié ne fonctionne pas. Donc c'est un investissement qui est lourd pour la communauté bancaire qui n'est pas exploité. Donc il faut travailler dessus. Il faut peut-être changer aussi de modèle économique en termes d'acceptation. Et tu as parlé tout à l'heure récemment de la SMT qui est le switch monétique, mais qui a été désigné par la Banque centrale en tant que switch mobile payment. Nous avons lancé la solution de mobile payment en mois de juin avec la collaboration de la Banque centrale Tunisie. Mais ce n'est pas la première expérience au niveau de la SMT en termes de mobile payment, puisque pour les transferts sociaux en 2020 et en 2021, la SMT a été sollicitée pour tout ce qui est transferts sociaux. Et ça, c'est un premier use case. C'est un premier use case qui a réussi pour tout ce qui est transformation, dirais-je, digitale du citoyen tunisien, indépendamment qu'il soit bancarisé ou non bancarisé, qu'il soit inclus financièrement ou non inclus financièrement. C'est le premier use case qui a plus ou moins réussi dans une première étape. Donc, les familles nécessiteuses ont pu retirer les aides qui leur ont été consenties en espèces. Ça, c'est un premier pas. Il faut capitaliser dessus pour aller après inclure financièrement cette population et développer davantage non seulement le retrait, mais aussi le paiement. Donc, premièrement, travailler sur la qualité de service, bien sûr, développer les services qui sont associés aux paiements digitaux. Une autre initiative qui va avoir lieu très prochainement au niveau de la communauté bancaire sous l'égide de la Banque centrale et de la SMT, tout ce qui est paiement de facture. Et ça, je pense que ça va booster énormément les paiements digitaux en Tunisie. Donc, je pense qu'il faudrait travailler sur plusieurs axes en termes de développement. Comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, avoir une infrastructure qui soit solide, qui soit pérenne, qui soit interopérable, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui soit sécurisée. Parallèlement à cela, revoir les process que ce soit au niveau de l'établissement de paiement ou des banques ou de la poste pour améliorer l'expérience client. Troisièmement, développer les use cases. Bâtir sur les succès et travailler davantage sur ça. Et je pense que la SMT aujourd'hui, Moitié Tunisie, avec la collaboration de la Banque centrale et de l'IFC et des banques et des établissements de paiement et de la Poste, nous avons un chemin à faire, un important chemin à faire ensemble. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie parce que l'infrastructure existe, les potentialités existent. D'ailleurs, je voudrais insister sur un point, sur que pratiquement sur l'ensemble des projets que la SMT mène aujourd'hui, je dirais les projets majeurs structurants, 2 grands projets sont développés par des fintechs tunisiennes. Et ça, c'est un signe de confiance dans l'écosystème de fintech tunisienne. Et c'est un signe de confiance aussi que la communauté bancaire et financière est capable d'accompagner ces fintechs dans son développement et sa croissance. Merci Sibylle. Encore une fois, j'essaie toujours de récapituler ce qu'on apprend de chaque intervention. Et je dirais, sur la base de votre intervention, c'est consolider l'acquis. Si Mohamed disait tout à l'heure que le taux de finance inclusive en Tunisie est de 40%. Et que sur ces 40%, les 6 millions de cartes disponibles, certainement, elles sont dans cette population. Et même dans cette population, il n'y a que 30% de cartes actives, donc on est à 2 millions. Donc il y a évidemment un rôle important à jouer pour améliorer l'expérience client de l'acquis. Je pense que même dans le mobile money, on parle tout le temps de clients actifs qui au moins transactent une fois chaque mois à travers leur wallet. Et c'est là où l'expérience client est importante. Et c'est là où il y a un travail énorme à faire. Sur ça,
Je passerai au banquier que représente Sifoued, qui est le directeur général des systèmes d'information et de développement de la digitalisation à la STB. La STB, c'est notre fleuron banquier du secteur public. J'aime bien que vous nous parleriez des projets de la STB au niveau de la digitalisation et de ce que vous pensez. On sait, moi j'étais dans une conférence il y a une semaine à Abidjan et j'étais ravi d'entendre que sur la place tunisienne, la place tunisienne, Tunis, est la capitale des startups fintech en Afrique. C'est le premier, et de loin la première capitale en la matière. Comment vous voyez cette dynamique marché et quel est le rôle que la STB comme banque joue dans cette dynamique? J'aime bien, si vous permettez, faire le lien avec Sibilel. Donc il est évident qu'il y a un rôle important que les banques vont faire pour améliorer cette utilisation des cartes. Et puis on va rebondir dans la deuxième partie sur ceux qui ne sont pas dans le système et comment on va mieux les servir avec tout ce qui représente la transformation digitale dans ce panel. Sifoued, à vous. Merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Donc, si on parle de transformation digitale, donc généralement c'est un moteur itératif, donc qui touche l'ensemble des chaînes de valeur au niveau de la banque. Parce que servir un client, donc il se transformer les usages, donc ça passe essentiellement par une transformation qui doit être opérée sur l'ensemble des chaînes de valeur, que ce soit par l'étude des parcours clients, l'analyse des parcours clients, l'amélioration des parcours clients et des cas d'usage. Donc aussi, les banques doivent se préparer donc, au niveau des back-office pour plus ou moins automatiser et industrialiser leurs process. En fait, aussi le capital data qui est un moteur de cette transformation, c'est un accélérateur de cette transformation. Les banques, on voit plus ou moins stratégiquement que les banques doivent fournir un ensemble de services à l'écosystème, donc pour booster un peu les cas d'usage et améliorer l'expérience client d'une façon générale. Donc la plateformisation des services bancaires pour permettre une inclusion financière que ce soit côté client, mais à travers un ensemble d'écosystèmes qui sont les fintech et les startups. Aujourd'hui, donc, on assiste à une certaine dynamique sur le marché, donc, et on voit un ensemble d'expériences qui vont en profondeur par rapport au cas d'usage. Donc, les banques aussi donc, doivent opérer un changement dans leur modèle d'affaires, quelque part, donc, pour se transformer. Donc, des banques qui offrent plus ou moins des produits et services classiques vers des banques qui accompagnent plutôt les clients et l'accompagne essentiellement sur l'ensemble des problèmes et des cas d'usage, donc plutôt sur le conseil, sur l'accompagnement, plutôt que sur la vente. Donc la révision du modèle d'affaires, donc ça va nécessairement solliciter un grand travail au niveau des banques pour offrir au mieux une qualité de service meilleure, mais pour intégrer quelque part l'ensemble de tout l'écosystème qu'on est en train d'observer aujourd'hui et toute la dynamique qu'il y a. Merci Sifoued. Et je retiens l'ouverture de la banque à son écosystème, l'ouverture de la banque au développement digital et combien c'est important. Data Sibilel parlait il y a quelques minutes de 6 millions de cartes, 2 millions actifs. Rien que les 10 millions actifs génèrent 140 millions de transactions. Imagine ce qu'on peut faire sur la base de ce que Fouad a dit sur combien la data est importante, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apprendre, comment on peut mieux finaliser, mieux servir les clientèles et surtout mieux comprendre les besoins des clientèles à travers un exercice data. Je vais revenir donc, dans cette 7e partie de panel, on va encore aller plus sur le citoyen. Ça veut dire quoi ces stratégies digitales au niveau du ministère d'éthique, au niveau de la Banque centrale? Qu'est-ce que ça veut dire pour monsieur tout le monde? Que ce soit pour faire un paiement d'enregistrement dans une école ou pour faire un paiement pour payer une taxe ou pour transacter au quotidien, pour vivre au quotidien, ça veut dire quoi? Et on va rebondir encore une fois. Écoute, moi j'ai passé 15 ans à travailler en Asie, en Amérique latine et surtout en Afrique subsaharienne. Juste pour vous donner un chiffre avant de redonner la parole sur la deuxième partie à mes chers panélistes. Sibilel a parlé de 6 millions de cartes, dont 2 millions actifs. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a 15 millions de comptes actifs en mobile money. Et je sais que je vois le drapeau ivoirien. Certainement, on a des collègues et des amis de Côte d'Ivoire pour dire combien le mobile money,
cette journée qu'on vient de démarrer peut aider à remplir le gap des 60% non encore inclus dans le système. Madame Oued nous a parlé de plusieurs briques. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour le citoyen? Moi, je suis citoyen, par exemple. Je ne vais pas en parler de mes cases, surtout moi, un citoyen qui vit à l'étranger. Pratiquement, c'est impossible pour moi de faire des choses en ligne. Je dois venir à chaque fois en Tunisie. Et à chaque fois que je suis en vacances ici, je passe mes 3 semaines à courir d'une administration à une autre pour faire ce qui est de droit en tant que citoyen tunisien. Ça veut dire quoi aujourd'hui ou comment vous voyez ce pan entre ce que vous faites au niveau du ministère et comment c'est perçu par le citoyen lambda? À la fin de la journée, comme vous l'avez bien évoqué, c'est pour lui faire gagner du temps, de l'argent et pour le rendre plus productif dans ce pays. Merci Cyriaque. Oui, le citoyen, il a beaucoup d'attentes, il a raison, il attend des services digitalisés de bout en bout. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a sur le marché, c'est des services informationnels. Il n'y a pas de vrai service digitalisé 100%. Et on se demande, mais pourquoi ? Avec tout l'effort et les projets et les stratégies de digitalisation qui, depuis des années et des années, on entend parler. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il reste encore une brique essentielle pour pouvoir avoir cette digitalisation 100%. Et la brique qu'on a déjà mis en place dernièrement, c'est l'identité digitale. Aujourd'hui, le citoyen, pour pouvoir se servir en ligne, on a besoin de vérifier son identité. On a besoin de s'assurer qu'il s'agit bel et bien de cette personne qu'il prétend être. Aussi, pour pouvoir dématérialiser, il faut, à la fin de la procédure, qu'il signe un document. Donc, pour cette raison, jusqu'à maintenant, soit on demande aux citoyens qu'ils se déplacent vers l'administration pour finaliser, ou bien même pour initier certaines procédures. La brique d'identité digitale, le e-Hawia, le service qu'on a lancé en mois d'août, il est venu pour on va passer la vidéo maintenant. Oui, c'est possible. Donc, il vient pour permettre la dématérialisation de bout en bout des services. Donc aujourd'hui, avec l'identité digitale, un service d'authentification forte qui permet aux citoyens de confirmer son identité et permet d'apposer sa signature électronique, étant donné que c'est un service d'authentification cryptographique. Derrière cette identité digitale, on a un certificat électronique associé aux citoyens et qui va lui permettre de s'authentifier d'une manière unique, fiable au niveau de tous les services administratifs. Aujourd'hui, on a l'existant, on a pas mal de services en ligne, mais que le citoyen doit utiliser un login et un mot de passe différent. Avec cette identité digitale, on a une seule identité qui va servir à s'authentifier. C'est un service SSO. Et comme je disais, il permet de faire la signature électronique. Donc, à la fin de la procédure, il pourra signer des documents ou approuver une transaction. Cette brique, elle est là pour permettre de servir le citoyen, de transformer au vrai sens du mot sa vie. Avec cette brique, on pourra avoir de vrais services dématérialisés de bout en bout. Et déjà, on a commencé par un premier use case qui est le portail EBAWeb. Donc, un portail aussi, le citoyen aujourd'hui, il trouve de mal à connaître où se trouve ce service en ligne. On a déjà 30% des services qui sont dématérialisés, mais réellement, ils sont éparpillés de part et d'autre. Donc, avec l'EBAWeb, le portail EBAWeb, aussi, on est en train d'offrir aux citoyens un guichet unique sur lequel il se connecte. Il va trouver tous les services administratifs dont il aura besoin. C'est une porte d'entrée unique pour tous les portails sectoriels ou tous les services déjà existants ou qui seront développés. Donc avec cette brique d'identité et le portail EBAWeb,
déjà, on est en train de répondre aux besoins des citoyens et de simplifier sa vie. Et espérons, donc on est seulement au début, donc espérons donc d'ici les années qui viennent, on aura vraiment les 100% des services sont dématérialisés et qui sont faciles à, donc des services simples, faciles à utiliser et on n'aura plus besoin de se déplacer et de perdre du temps. Aussi avoir l'information facilement, simplement et très rapidement. Merci Madame Houari. Et effectivement, ce qu'on voit un peu ailleurs dans les pays où cette journée digitale est plus développée que le Digital ID, la reconnaissance digitale, l'authentification digitale est importante, est une pièce maîtresse pour le développement de la transformation digitale de l'écosystème. On vient de voir, on s'excuse pour nos amis africains, c'était en arabe, mais c'était une démonstration de comment on peut créer son identification digitale en Tunisie, créée par le ministère d'éthique. Madame Houari aussi, elle a parlé de Baweba, c'est un point d'entrée, donc le citoyen aura un ID unique, mais aussi il y aura un point centralisé. Elle a parlé de l'interopérabilité lors de sa première intervention, où on trouve un point d'accès unique à plusieurs services de l'administration. On est à 30%, mais ce n'est que le début du travail. Mais il est évident aussi que la démocratisation et l'adoption, comment vous voyez ça? Comment vous voyez l'adoption et la démocratisation de ce qui a déjà été fait par le citoyen? Est-ce que vous avez un retour sur combien d'ID a été créé digitalement? Est-ce qu'on voit ça, on voit que ça commence à prendre sur le marché ou on piétine encore? Et s'il y a des actions en matière de... On sait combien l'éducation financière est importante dans ce domaine. Bon, jusqu'à maintenant, donc depuis août, la date de lancement du service, on a plus de 30 000 citoyens qui ont obtenu leur identité digitale et plus que 80 000 citoyens ont demandé leur identité digitale mais ne se sont pas déplacés pour confirmer l'identité. Donc 80% ont déjà initié, mais ils n'ont pas encore activé leur identité. Et donc, on est en train de conduire le changement donc, on est en train de faire des journées de sensibilisation, on est en train de faire de la communication. Mais donc, je ne vous cache pas que l'attente du citoyen, c'est le use case autour du Mobile ID. Aujourd'hui, on est dans une première phase donc, pilote avec un premier cas d'usage qui est le portail Ebaweb avec les services de l'état civil en ligne et les services mail citoyen Ebarid. Et on est sûr qu'on est en train de travailler sur d'autres use cases. Donc, où le citoyen va trouver l'intérêt pour avoir son identité digitale. Merci Madame Houari. On peut rester encore une heure à discuter de ça et comment la vulgariser. Si Mohamed, il est évident et est important que le secteur bancaire aujourd'hui en Tunisie est un secteur fort et important pour le développement de l'économie. Mais on a appris aussi que pour la promotion de la finance inclusive, on a besoin d'autres opérateurs, on a besoin d'innovation. Vous en avez parlé aussi de use case. Ça sera bien de partager le point de vue de la Banque centrale. Aujourd'hui, on parle de l'existence d'établissements de paiement, d'agents bancaires, d'autres opérateurs de mobile payment au niveau du Suisse national. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement, vous avez parlé du use case, ce qui se passe actuellement, comment vous pilotez ça, et qu'est-ce qu'on attend de la contribution de ces nouveaux opérateurs dans le secteur financier? Merci Syria. Effectivement, parce que nous, c'est vrai, nous avons des objectifs nobles, l'inclusion financière, la transparence, mais réellement, il va falloir travailler au quotidien. Et cette stratégie que nous avons conçue, elle doit avoir des déclinaisons opérationnelles. Nous avons effectivement commencé il y a plus de 2 ans cela, et je reviens peut-être à l'expérience que nous avons effectuée lors du Covid-1 avec la digitalisation justement de la distribution des pensions à une population qui n'est pas bancarisée. Nous avons réussi à toucher 400 000 ménages. Nous avons réédité cette expérience lors du Covid-2 en touchant 1 million de ménages. C'était une expérience réussie, mais c'était du cash-out, uniquement du cash-out. Et donc l'idée, c'était d'industrialiser justement ces use cases, en allant au-delà du cash-out, en allant au transactionnel, et parce que l'exercice ne se limite pas à offrir un service qui soit
attrayant, qui soit commode et sécurisé, mais également il y a un exercice d'éducation derrière. Il va falloir justement que ces gens-là qui touchent au digital aient un certain apprentissage et une certaine commodité avec le digital. Et c'est par rapport à ça que nous avons lancé plus d'une initiative. Tout d'abord au niveau des acteurs de marché, effectivement, nous avons lancé les établissements de paiement. C'est des acteurs qui sont de proximité, qui n'ont pas peut-être les mêmes contraintes que les banques, qui ont la facilité de recruter justement un réseau léger. C'est l'épicier du coin, c'est les réseaux de distribution, de grande distribution. Donc, ils ont justement cet avantage d'être proches du client qui ne connaît pas le digital. Et c'est là peut-être l'importance d'avoir cette ramification et ce réseau. Également, nous sommes allés à enrichir le paysage avec d'autres acteurs, les facilitateurs de paiement qui se greffent justement entre les prestataires de services de paiement, le switch, et les commerçants, pour les embarquer, pour également leur rendre service en tant que maillon de relais entre le marché, l'écosystème et ces gens-là qui n'ont pas l'habitude peut-être d'accéder au marché. Bien évidemment, pour cela, il faut qu'il y ait une panoplie d'outils et de moyens de paiement. Nous avons lancé un projet, le projet mobile, le mobile payment. Nous l'avons normalisé de manière à ce que tout un chacun puisse accéder. Je cite à titre d'exemple, quand on avait normalisé pour le besoin de l'interopérabilité les wallets, les e-wallets, nous avons dédié justement à cette population qui est mal servie ou pas du tout servie ou qui est fragilisée, un wallet spécial, bien évidemment pour qu'il y aurait un modèle économique qui est spécial. C'est le wallet social qui sera certainement franchi de commission. Donc c'était là, nous avons travaillé sur cela. Il y a une adhésion de la plupart des prestataires de services de paiement. Nous l'avons même, nous, boosté dans le cadre de discussions avec l'ensemble des prestataires, que ce soit le switch, bien évidemment, tout au centre, les banques, la poste, les établissements de paiement. Nous travaillons également sur un autre projet structurant et complexe, c'est le Bill Aggregator, là où nous avons choisi des facturiers publics qui sont chez tout un chacun, ils sont au foyer de tout ménage. Quand on parle de l'eau, de l'électricité, nous avons justement essayé de concevoir un projet qui agrège ces factures, qui agrège également les moyens de paiement avec les prestataires des paiements au niveau d'une croix de transmission. En l'occurrence, c'est l'agrégateur, c'est un agrégateur technique, mais également agrégateur de prestations. En l'occurrence la SMT qui gère cette plateforme, mais l'idée c'était quoi? D'offrir un portail là où il y en a tous les services, si vous voulez, et les factures publiques, je dis bien publiques, pour que le citoyen ne cherche pas, disons, les sites, tout d'abord même au niveau du digital, encore plus pour le physique. Donc il a cette facilité à accéder, à payer l'ensemble des factures, pas uniquement de l'eau et l'électricité, parce qu'on compte justement étendre ce projet vers d'autres services digitaux et paiements digitaux pour que le client ou l'usager aurait un seul vis-à-vis sans avoir, disons, l'obligation d'aller faire le tour à l'ensemble des facturés, avec bien évidemment un modèle économique qui soit attrayant, sans payer aucun sou. Donc c'est à la charge justement de cette chaîne de valeur, à la charge du facturé. D'ailleurs, l'État a fait énormément, si vous voulez, d'avantages à ce niveau, en discussion avec la Banque centrale. Je cite à titre d'exemple, il a franchi justement les paiements digitaux de la TVA, elle est exonérée. Il a même pris en charge justement le paiement. Quand on paye l'État sur un service public, c'est l'État qui assume la commission. Donc c'est autant de projets qui sont là, qui vont, je suis sûr, donner leurs fruits dans les mois et les années à venir. Peut-être avant de finir cela, nous avons surtout besoin de travailler en symbiose entre les différents acteurs de l'écosystème et particulièrement entre les régulateurs et le gouvernement sur les use cases et sur cette synergie. On doit avoir la même musique pour pouvoir servir le citoyen avec, disons, l'ensemble, vous savez, l'ensemble des prérequis. Il y a des contributions de part et d'autre. Il y a l'écosystème, mais il y a également un maillon particulier, c'est le gouvernement. Donc on doit mettre tout ça dans une même musique pour pouvoir servir le citoyen avec un degré de satisfaction le plus, disons, élevé possible. Merci, c'est Mohamed. Je retiens
la cohérence et parler la même musique entre le gouvernement et le régulateur, il est évident que pour promouvoir les paiements digitaux à travers le mobile money, pour ramener ça dans toutes les familles, comme vous l'avez très bien dit, à travers les bill aggregators, il est évident que la promotion de ce qu'on appelle G2P, paiement du gouvernement vers la population, c'est le cas du user case social, ou les paiements de la population vers le gouvernement, c'est les premiers pas d'une démocratisation des paiements digitaux. Si Bilal et si Foued, avant de vous poser la question sur comment vous voyez ça comme journée pour les citoyens, si Mohamed a parlé de quelque chose d'important, comment la digitalisation des paiements sociaux durant le Covid a pu toucher 400 000 personnes. 400 000 personnes, c'est l'équivalent de 5% d'addition de personnes dans la finance inclusive en Tunisie. On parle de 8 millions d'actifs. 400 000, ça fait 5%. Mais ces 5% ont certainement touché one-shot payment. Et je ne sais pas où ils sont après. Est-ce qu'on les a gardés? Et c'est ça l'importance de l'écosystème. Comment vous voyez, vous les deux, Sibilel et Sifoued, comment vous voyez votre rôle de préserver cette action gouvernementale pour digitaliser des paiements du gouvernement vers la population afin de garder cette dynamique d'utilisation des outils digitaux à travers votre propre expérience, que ce soit Sibilel ou Sifoued, et je vais commencer par Sibilel. Merci Célia. Effectivement, en 2020, l'action qui a été réalisée pour Covid-1 a touché 400 000, mais après, l'année d'après, à peu près 1 million de personnes, 1 million de familles, disons, qui ont bénéficié de cette aide sociale. Ces 1 million de personnes, on les a individualisées, et ça, c'est un travail qui a été, je pense, fait en profondeur, parce qu'en amont, déjà, nous avons identifié la population qui nécessite cette aide-là, et ça, c'est un pas très important en termes de, je ne dirais pas de connaître votre client, mais connaître le citoyen. Donc ça, c'est une première base. Et nous, au niveau de la SMT, cette base-là, on la garde. Elle est chez nous aujourd'hui. Si Mohamed tout à l'heure a parlé d'un wallet social qui serait utilisé éventuellement après. Aujourd'hui, ces millions de personnes sont identifiées, elles sont gardées chez nous. Donc on pourrait les réactiver le jour où on aurait besoin d'un transfert qui ne soit pas un one-shot, comme tu l'as dit, Riyad, mais qui soit un transfert récurrent. Et d'ailleurs, si on se projette, nous, très prochainement, sur ce qui se passe aujourd'hui, donc tout ce qui est la gestion des subventions, éventuellement, tout ce qui est aujourd'hui, vous savez tous, quand on subventionne les produits, la tendance, c'est de subventionner les familles, donc les ménages. Cette population-là, on dispose de l'information. Donc, on pourrait activer cette population-là pour éventuellement la distribution des subventions. Donc, c'est un acquis très, très important. Et le plus important de tout ça, c'est que la population, elle a accepté ce moyen. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'il y a une nécessité. D'ailleurs, en termes d'inclusion financière, je pense qu'il faudrait travailler sur 3 axes majeurs principaux. Donc, tout ce qui est pour améliorer l'inclusion financière, il faut qu'il y ait une grande campagne de sensibilisation et de communication pour inclure financièrement cette population-là. Il faut que les gens s'habituent à utiliser ces moyens de paiement digitaux. Deuxièmement, il faut développer et consolider l'infrastructure aujourd'hui, que ce soit en termes de switch ou l'infrastructure télécom ou l'infrastructure de communication. Donc, il faut la consolider davantage. Et troisième chose, je pense que la troisième chose à développer, c'est tout ce qui est incitation. On pourrait parler d'incitation fiscale, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, pour tout ce qui est exonération de TVA, mais aussi quand l'exemple d'ailleurs des inscriptions pour tout ce qui est visite technique, ça c'est un use case très très important parce qu'il y a une pression entre guillemets du gouvernement vers le citoyen de passer en mode digital pour tout ce qui est paiement. Donc on pourrait faire ce genre de pression puisque cette population-là, pour bénéficier des aides sociales, des transferts sociaux, devrait et devra avoir un wallet. Et puis, entre autres, penser à des incitations de style incitation à l'utilisation, incitation à la réactivation de comptes, etc. Donc, globalement, on pourrait travailler sur ça, mais l'essentiel, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on dispose aussi bien de l'infrastructure que de la réglementation, que du savoir-faire pour développer tout ça. Maintenant, je pense que nous sommes lancés, je ne dirais pas assez tard, mais plus ou moins par rapport à des pays comparables à Tunisie ou en Afrique, mais je pense que nous avons fait quelque chose de solide et je le dis souvent, c'est les premières briques que nous avons mis en place. Il faut maintenant construire sur ces briques-là. Sifoued, donc on parle de, aujourd'hui on a les fondamentaux, on a l'infrastructure, on a la régulation, on a le savoir-faire, mais le taux de pénétration reste faible. Qu'est-ce qu'une banque telle que la STB s'apprête à, que ce soit à travers la sensibilisation ou, Sibylle a parlé de plusieurs éléments de stratégie, que ce soit la sensibilisation ou l'éducation financière. Comment vous voyez votre rôle pour un meilleur taux de pénétration d'utilisation des wallets aujourd'hui? Exactement. Donc,
Le rôle des banques, essentiellement, va se jouer à travers, toujours, comme j'ai dit, donc, à travers les fintechs et les startups, essentiellement, donc, pour plus ou moins booster et accélérer toute cette transformation. Une grande leçon qu'on a tirée à travers l'événement, à travers le Covid-1 ou 2, donc, c'est que la transformation, l'utilisation des moyens de paiement innovants n'est pas, elle peut être démocratisée à tous les niveaux. Donc, chose qu'on n'a pas réellement observée auparavant. Donc, généralement, on parle de transformation digitale et utilisation des moyens innovants essentiellement pour les jeunes. L'expérience essentiellement qu'on a vécue lors du Covid, donc, elle a montré que même les plus âgés, donc, ils sont là sur une transformation, ils peuvent être transformés, ils peuvent utiliser quand même des moyens innovants malgré leur niveau parfois d'instruction. Donc, à travers des expériences qui peuvent être simples et efficaces. Donc, je peux ajouter à cela aussi même l'expérience qui a été faite pour l'inscription des étudiants et des élèves. Donc, c'est une grande expérience. Donc, c'est un use case qu'on peut tirer aussi beaucoup de leçons. Donc, reste actuellement, donc, je pense que les banques doivent opérer à aller plutôt sur un modèle de banque as a service, donc, qui est un modèle innovant pour exposer un peu leur API, leur savoir-faire, en termes de paiement, en termes d'inclusion financière, et laisser le tour aux fintech ou aux startups pour accélérer un peu cette transformation. Et c'est un long travail qui doit être fait, essentiellement qui va toucher un peu. On va peut-être diviser sur un projet d'open banking actuellement, donc qui doit être mis en place au niveau de la Tunisie. C'est un projet très important qu'on doit accélérer quelque part. La mise en place nécessairement de cette signature électronique qui doit être divulguée davantage parce qu'elle va quand même accélérer un peu quelques use cases tels que l'octroi des crédits, le paiement instantané pour sécuriser un peu toutes ces transactions. Aussi, il faut réviser davantage le modèle bancaire. Donc, c'est une révision qui va transformer en profondeur actuellement nos modèles d'affaires. Donc, c'est comme si on va passer de quelque part d'on-premise vers une sorte de cloud pour mieux servir et pour mieux accélérer cette transformation. Je pense actuellement, donc, il faut impliquer davantage tout l'écosystème de fintech et de start-up et de créer autour de ça donc, toute cette dynamique donc, pour aller plus vite et pour accélérer un peu cette transformation, pour tirer profit aussi. Ah, excusez-moi, mieux servir la clientèle. Avant de passer la parole au public et récupérer des questions, vous avez parlé, c'est Mohamed, des bill aggregators. C'est un projet qui va se concrétiser par ça. C'est un projet de transformation digitale au niveau d'un pays. Est-ce que c'est une histoire de mois, d'années, si on peut avoir plus d'un scope si possible? Vous en êtes où exactement avec l'écosystème? Oui, nous l'avons travaillé depuis quelques mois. Nous sommes au réglage. Enfin, on va, Inch'Allah, le déployer incessamment dans les jours qui suivent. Il va être annoncé, Inch'Allah. C'est un projet structurant pour le pays. C'est un projet national. J'estime qu'il va donner le plus au niveau de l'écosystème avec, disons, l'ensemble des avantages qui sont là, que ce soit pour les grands facturiers, pour l'usager et même pour le pays. Merci. C'est ce qui confirme ce que Sibylle vient de dire. Donc, on est prêt. Maintenant, il faut juste opérationnaliser et acquérir le marché. Merci à vous tous. Maintenant, c'est le moment d'impliquer nos chers participants. À vous de poser des questions, comme je viens de le faire à mes chers panélistes. Je vous en prie. Il y a aussi un bras qui se lève de ce côté-là. Introduisez-vous, s'il vous plaît, si vous pouvez poser la question en position. Magnifique, merci beaucoup. Oui, Mehdi Mezrani, groupe La Rose Blanche. Donc, par rapport à la problématique de l'inclusion par rapport aux moyens de paiement, en fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que les gens, généralement, et comme l'a dit si bien Sibylle, ce qu'on est en train de faire, généralement, les gens sont en train de retirer immédiatement en utilisant leur carte bancaire. Ils sont en train d'utiliser plutôt le retrait que le paiement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'ils vont aux commerçants du coin, à la boulangerie de coin, ils n'ont pas de TPE. Et pourquoi ils n'ont pas de TPE? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de pénaliser les gens qui sont en train d'utiliser les paiements par carte bancaire. Le commerçant qui utilise le TPE, ben, il doit payer une commission. Alors que lorsqu'il est en train d'utiliser le cash, il ne paye aucune commission. Idem à la banque, lorsqu'on fait un versement en espèces, on ne paye rien. Quand on fait une remise de chèque, on paye une commission sur remise de chèque. Mieux encore, quand on fait un virement, on paye la commission de virement.
quand on fait un virement permanent, on paye une commission qui est supérieure. Donc le fait de faire travailler un ordinateur coûte plus cher que de faire travailler un humain. Les banques .net, on paye un abonnement pour ne pas aller à son agence. Donc, moralité, un site web coûte plus cher qu'une agence. Donc, tout ça fait que, justement, l'utilisation des moyens digitaux, ils sont assez bas. Donc, aujourd'hui, si on veut inciter réellement les gens à utiliser les moyens de paiement en ligne, le système bancaire, si on veut avoir une inclusion, il faut qu'il y ait des incentives par rapport à ça. Alors, les incentives, soit réduire les commissions, voire même les éliminer, notamment pour les micro-paiements, d'une. De deux, éventuellement avoir une TVA différenciée lorsqu'on fait un paiement en utilisant les moyens bancaires et éventuellement les moyens digitaux. Merci beaucoup. Excellente intervention. Je pense que ça touche tous les panélistes. Je vais commencer par Si Mohamed, mais je vais demander à tous les panélistes d'intervenir. Et moi aussi, je vais partager un peu avec vous mon expérience. Moi, je travaille sur tout le continent en la matière et je serai content aussi et ravi de partager un feedback. Merci. Effectivement, ce que vous dites est vrai. Nous avons un problème d'acceptation. Et justement, c'est un objectif primordial. Il faut que l'acceptation s'améliore au niveau du paysage des paiements. C'est vrai, il y a cette problématique, si vous voulez, de coûts. Et nous avons travaillé sur cette thématique de le modèle économique ou la tarification. Vous savez, nous avons lancé la circulaire sur le mobile en 2020 et le mobile, il est déployé il y a quelques mois. Nous avons dédié justement un modèle économique un peu particulier pour le mobile. Vous savez, les transactions moins de 15 dinars sans franco. Il n'y a pas de commission là-dessus. Même dans le cadre du modèle économique que nous avons mis en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, le switch, les prestataires, c'est un modèle économique qui capte la commission, mais bien au-delà, qui pénalise le cash. Vous savez, le cash, contrairement à ce qu'on pense, qu'il n'a pas de coût, il a un coût. Il a un coût du risque, il a un coût de détention. Donc, par rapport au digital, nous avons effectivement monté le modèle économique pour que le cash soit pénalisé par rapport au mobile et même par rapport à l'usage des cartes. Vous savez, il n'y a pas uniquement que le modèle économique ou peut-être la sécurité qui impacte le comportement de l'usager. Il y a également un comportement intrinsèque qui est derrière, il y a la transparence également. Donc on travaille justement sur l'ensemble de ces axes, sur l'ensemble de ces, vous l'avez appelé un centre, les incitations. Nous travaillons effectivement sur les incitations. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'exonération. Ça fait l'équivalent de 20%, hein, vous voyez, de la commission. C'est 20%. L'État a concédé 20% de cette commission au profit du commerçant. Également, la communauté et les prestataires avec ce cap au niveau des commissions, c'est une concession. Mais il y a également l'éducation. On doit travailler sur l'éducation. Et parfois, on doit aller également vers l'obligation pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est un concours, si vous voulez, une convergence d'action qui va, je suis sûr et j'estime, va assurer cet embarquement de l'ensemble des gens qui ne sont pas sur le digital actuellement. Merci, Si Mohamed. L'expérience client aussi, elle est importante en la matière. Si Mohamed, il a parlé des incentives qui sont liés au mobile payment. Il a parlé aussi tout à l'heure, lorsqu'on parlait des paiements des grands facturiers, qu'il n'y a pas de commission à la charge de la clientèle. Tout ça, je pense qu'il doit être vendu, qu'il doit être vulgarisé. Mais qu'en est-il des cartes? La question a été profondément développée autour des cartes de crédit ou des cartes de débit. La problématique de facturation est une problématique qui n'est pas nouvelle. Systématiquement, on soulève cette question-là. Donc, globalement, il faut avoir à l'esprit que c'est vrai que il y a deux façons de voir des choses. Soit on parle de rentabilité financière directe ou rentabilité économique. Nous, à notre niveau, au niveau de l'écosystème, il faudrait qu'on travaille et qu'on parle de rentabilité économique parce que ça touche toutes les composantes de la population. Toutefois, pour certaines banques, effectivement, établissements de paiement, vous avez parfaitement raison de soulever ce problème. L'acceptation coûte cher. L'acceptation coûte cher parce que le modèle économique qui a été utilisé par les banques est un modèle qui n'est pas adaptable, je ne dirais pas adaptable à 100% à la Tunisie. Il faut savoir que les outils, les POS, les TPE par exemple, coûtent énormément cher aujourd'hui
Et les banques, je pense que ce n'est pas dans leur métier d'installer et de gérer cette plateforme-là. On parle de payment facilitator, donc c'est des intermédiaires entre les banques et les commerçants qui vont prendre en charge cette fonction. Je pense qu'ils les coûts vont être réduits, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que les banques tunisiennes sont membres d'institutions internationales qui exigent et qui, en termes de coûts, un certain nombre de contraintes en termes de coûts. Si on pense qu'on sait que 98% des transactions sont faites par des cartes locales tuniso-tunisiennes, donc si on pourrait développer, on va le faire très prochainement, Inch'Allah, développer ce qu'on appelle une carte nationale qui va être utilisée à l'échelle nationale, forcément on va réduire énormément les coûts. Mais la problématique d'acceptation, effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on pense à d'autres modèles de facturation, à d'autres modèles d'équipement. Le développement technologique nous permet aujourd'hui de nous affranchir des TPE que vous connaissez aujourd'hui, parce que les applications qui peuvent être portées sur les téléphones, sur les GSM. Donc un commerçant qui a un smartphone peut accepter des moyens de paiement électroniques, que ce soit une carte physique, une carte digitalisée, une carte tokenisée. Donc les possibilités technologiques nous permettent aujourd'hui de réduire les coûts. Mais c'est vrai que c'est une problématique de coût, mais n'est pas la seule. Merci. Absolument, ce n'est pas une histoire uniquement de coût, c'est une histoire d'experience users. Lorsque vous me donnez une carte, si je peux partout payer par la carte, ça devient partie de ma vie. Mais si la carte est limitative, à chaque fois je dois revenir au cash, donc le cash continuera de s'exposer. D'où les expériences intéressantes du mobile money et de développement de l'écosystème qui va certainement prendre du temps. Mais avec la diversification des opérateurs, on n'a plus que des banquiers aujourd'hui qui opèrent en la matière et ça va prendre des mois et des années. Mais on va voir, on l'a vu comment ça s'est développé en Afrique et certainement ça va prendre aussi en Tunisie. On va prendre une dernière question. Je pense que le monsieur a soulevé le bras avant. T-shirt bleu et blanc. Je vous en prie. Riyad Bouslema du groupe La Paix. Voilà. En fait, on a parlé beaucoup de mobile payment et le mobile ID, mais aujourd'hui, est-ce que ma question se pose surtout au secteur bancaire et à la Banque centrale? Est-ce qu'ils sont prêts par rapport à l'émergence du mobile, surtout qui va créer une nouvelle concurrence par rapport aux banques, sachant que, par exemple, si on voit un peu l'Afrique, les déteneurs et ceux qui ont le plus d'opérations en termes de décaching et de flux, c'est surtout les opérateurs de télécommunications qui sont eux-mêmes devenus des banques. Et là, est-ce que aussi les banques et la Banque centrale, elles sont prêtes à accueillir ces nouveaux concurrents en ce secteur? Voilà. Merci beaucoup. Si Mohamed? Oui, quand on avait monté justement ce projet, nous savons qu'on a besoin du mobile, parce qu'il est chez toute famille, hein, le mobile. Et donc cette facilité et ces capacités et ce potentiel dont dispose le mobile, avec le taux de pénétration qui dispose 130%, donc ça va faciliter justement la vie au quotidien aux citoyens. Mais nous ne l'avons pas appréhendé selon la logique qui va concurrencer justement les autres moyens. Nous, l'idée, c'est d'offrir une panoplie, un éventail large de moyens de paiement, et c'est à l'usager justement de choisir. Certes, il y a des avantages compétitifs d'un moyen à l'autre. Le mobile, il est effectivement franchi des coûts dont parlait Sibylel, puisqu'il s'agit de technologie qui est, disons, qui n'est pas liée ou reliée aux schemes internationaux. Mais également, il a l'avantage de l'instantanéité, parce que vous savez, le mobile, quand on règle, il y a du cash-out, ou particulièrement le paiement, le transfert, c'est en quelques secondes que le bénéficiaire pourrait avoir ou pourrait mettre à disposition ou pourrait user des fonds. Donc c'est cet avantage, également l'avantage de l'interopérabilité. Il en est de même pour la carte. Donc l'idée, nous, c'est d'offrir plusieurs, si vous voulez, moyens de paiement, et c'est de laisser la marge à l'usager de choisir quel type de moyen, quel est le moyen qui lui présente le plus, qui lui est le plus confortable pour son quotidien. Si Mohamed. Si vous est-ce que vous voyez les établissements de paiement ou les opérateurs nouveaux, des concurrents, des compétiteurs, ou une offre complémentaire à la vôtre?
On peut l'avoir, tout dépend de l'angle. On peut les voir comme étant des concurrents par rapport à plus ou moins à un segment clientèle qu'on est en train de traiter avec. Mais ça va créer plutôt des challenges et un nouveau challenge pour les banques pour plus ou moins imaginer, pour plus ou moins améliorer davantage leur expérience par rapport aux clients, par rapport au retail. Actuellement, le segment touché, donc c'est un segment qui est plus ou moins actuellement d'une façon générale bancarisé, donc, mais pour le mobile payment, essentiellement, il doit être distribué pour un segment actuellement qui est, vous avez dit, si Mohamed, 40% actuellement, donc inclus financièrement, donc quand même il y a un grand potentiel pour ce projet-là. Mais d'une façon générale, donc c'est un challenge pour les banques et ça va être un challenge très, très rude par rapport à nous. Si je peux intervenir, c'est une question très pertinente, effectivement. Je ne pense pas que nous sommes en concurrence, les banques, avec ces établissements de paiement. Je pense que c'est complémentaire. Parce que les banques ont leur propre modèle économique, elles maîtrisent parfaitement leur segment de clientèle, elles les connaissent parfaitement. Et c'est pour ça que je pense qu'à ce moment, elles ne sont pas allées chercher cette population-là. Premièrement, parce que ça coûte cher de capter cette population, le coût d'acquisition est très important. Donc, c'est des établissements de paiement qui, avec la connaissance qu'ils ont du terrain, avec la connaissance qu'ils ont de leur agent payeur, je pense que c'est un travail complémentaire. D'ailleurs, la réglementation impose aux établissements de paiement d'avoir des comptes de contournement dans des banques. Donc, forcément, tous les fonds qui vont être collectés, qui vont être transactés, vont revenir au système financier de façon générale. Moi, je pense que c'est une complémentarité beaucoup plus qu'une concurrence. Mais c'est bien d'avoir une concurrence entre les opérateurs parce que ça permet d'améliorer la qualité de service, ça permet de développer davantage tout ce qui est développement de services nouveaux, etc. Mais ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils sont complémentaires. Et nous, on attend le démarrage effectif de tous les établissements de paiement pour voir les transactions par mobile payment se développer. Merci Sibylle. Merci Sifoued, merci Si Mohamed et Madame Houeri. On est arrivé à la fin de ce panel. Je dirais que ça sera une offre complémentaire qui va bousculer le marché. Et Madame Houeri. On vient de m'informer qu'on peut plus prendre, qu'on a atteint le temps et qu'on arriverait plus, que je peux plus prendre une question supplémentaire. Je vous en prie, on a le feu vert pour une question supplémentaire. Je maîtrise pas le temps, c'est pas sous mon contrôle, mais on vient de me dire qu'on peut prendre une question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne fais que gérer la discipline qui m'est imposée. C'est juste pour vous dire que j'ai levé la main avant tout le monde. Et vous avez regardé de droite et de gauche et vous n'avez pas... Toutes mes excuses, cher monsieur. Bon. J'en suis désolé. Sans problème. Sami Saïd, Tunisie Télécom. Donc, la première question, très rapidement. Dans tous les pays, on sait que les opérateurs sont concurrents dans le secteur du mobile payment. Ils ont monté chacun leur propre entreprise de mobile payment. Ici, on a imposé en Tunisie qu'on ait un seul opérateur de mobile payment partagé entre les trois opérateurs. Quelle est en fait la philosophie qui se cache derrière ça? Deuxième question, c'est M. Foued qui a évoqué ça, c'est les plateformes qui hébergent les applications et les systèmes de fintech et de mobile payment. Et comme vous le savez, la réglementation tunisienne oblige d'héberger des données clients en Tunisie, la circulaire numéro 24 2020. Donc, cette problématique, comment pourrons-nous, peut-être madame, elle pourrait nous répondre, c'est-à-dire traiter cette problématique pour pouvoir héberger en dehors du territoire, parce que, comme vous le savez, les moyens sont un peu limités en Tunisie. Merci. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est une question que j'entends pratiquement dans tous les panels, dans tous les pays que je visite, la sécurité des données et l'exploitation des données en dehors de pays. Mais la question, je pense, la première, c'est pour le régulateur, et j'invite mes panélistes à réagir à ces deux questions importantes et pertinentes. Comme la philosophie, pourquoi un opérateur mobile money pour 3 opérateurs télécom? La réponse, elle est facile. Hein? Il n'y a pas de philosophie. Vous savez, le régulateur, il est neutre. Tout récurrent, il a justement la latitude de choisir ses partenaires financiers, techniques. Donc nous, au niveau de la Banque centrale, quoique la Banque centrale, elle est
elle instruit le dossier, il y a une commission d'agrément, mais nous, on est neutre par rapport au marché. Hein. Donc, on laisse le choix libre aux différents, si vous voulez, investisseurs qui choisissent leurs partenaires, qu'ils montent leur dossier selon l'ensemble des conditions qui sont là et qui sont transparentes par rapport à l'écosystème. Et donc, on étudie le dossier. C'est un choix des 3 opérateurs telco. Nous avons instruit le dossier. Il y a un agrément de principe. Nous attendons un feedback justement sur les conditionnalités pour qu'ils puissent avoir l'agrément définitif, mais c'est un choix stratégique des 3 opérateurs. Hein. On aurait pu étudier le dossier, chaque opérateur tout seul. Hein. Mais peut-être dans le cadre de l'instruction, nous avons effectivement focalisé l'attention sur cette consolidation de position. Merci, voilà. Mohamed. Donc, si on a les 3 opérateurs télécom ici, on peut leur poser la question sur leur stratégie, mais il est évident, je pense que la pertinence de la question, c'est que partout, chaque opérateur de télécom a souvent sa propre mobile money branche un peu partout dans le monde. Donc, Sissem va mieux nous éclairer sur ça. La deuxième question aussi, elle touche le régulateur, si Mohamed. L'exportation des données. Et s'il vous plaît, si Foued et si Bilal, si vous voulez réagir à cette question, n'hésitez surtout pas. Non, ce n'est pas un hébergement au vrai sens d'hébergement. Plutôt, c'est exposer l'ensemble des services bancaires donc, pour les fintechs tunisiennes. Donc, les données sont hébergées en Tunisie, donc on n'a pas d'hébergement de données ailleurs. Mais la question de sécurité de données, la souveraineté d'une façon générale des data, c'est une question plus large que ça. Donc. Mais ce n'est pas un hébergement, mais c'est une exposition actuellement, même qu'on travaille avec des agrégateurs, actuellement, le Grand Factory, donc c'est tunisien, donc tout l'écosystème est tunisien. Et les données sont hébergées en Tunisie. La transition et le partage de données, ça se fait avec des procédures et des normes de sécurité bien déterminées. Donc, juste pour répondre à cette question. Et je pense aussi qu'il y a une loi qui protège les données personnelles d'être exportées. Au-delà du régulateur, il y a une loi qui est très exigeante en Tunisie sur la protection des données individuelles. Et il faut avoir, je pense, au-delà de la régulation, le consentement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à ce point, Mme Houali, si vous voulez réagir à... Donc, à l'hébergement des données, donc on a aujourd'hui la stratégie du cloud computing, donc une stratégie qui exige que pour certaines données jugées donc confidentielles, secrètes, donc ils doivent être hébergés dans un type de cloud. Donc le décret loi sur la classification, sur le décret sur la classification de données et le décret loi sur le cloud computing sera publié prochainement. Il va éclairer donc quel type de données devra être hébergé à l'intérieur de Tunisie, et pour certaines données donc ils peuvent être hébergés ailleurs, mais ça dépendra donc de la classification des données. Merci madame. Juste un point de vue du régulateur. Vous savez, nous également, nous sommes neutres par rapport à la technologie pour tout ce qui est prestation de services financiers, mais nous ne sommes pas neutres par rapport au risque. Nous sommes intransigeants et nous sommes vigilants par rapport à l'ensemble de risques qui pourraient nourrir l'usage d'une technologie ou d'un mode justement d'hébergement des données, housing, clouding, etc. Donc, à l'occasion du montage d'un dossier d'agrément d'une entité ou d'une solution ou d'une plateforme, justement, on met un focus particulier sur les risques que pourrait nourrir un mode, si vous voulez, d'hébergement ou un autre. Merci Simoham, merci à vous tous. Je vous invite de continuer d'interagir avec eux. Ils seront toujours, tout le monde sera là d'ici fin de la conférence. Merci encore une fois pour cette invitation et merci pour mes panélistes. Je vous rends la parole.